Le tonnerre a grondé, le ciel a noirci. Ils ont souhaité la pluie n'est pas tombée. Mais nous, Ivoiriens, c'est vrai, on n'a rien. On n'est rien, on est... Le GTI, le groupe de travail international, dans un communiqué en date du dimanche 15 janvier 2006, sanctionnant sa 3e réunion à Abidjan, a décidé que le mandat de l'Assemblée nationale, qui a expiré le 16 décembre 2005, n'a pas à être prolongé. Suite à cette décision, des manifestations de protestation menées par le président de l'Alliance des jeunes patriotes, le général Charles Blé Goudé, et les mouvements patriotiques, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, ont été rejointes par l'ensemble des partis politiques et organisations de la société civile. Un blackout sur les manifestations de tous les patriotes et de tous les démocrates ivoiriens, africains et même du monde, la RTI a été prise par les jeunes patriotes. Au plateau, Charles Blé Goudé, président de l'Alliance des jeunes patriotes, et ses camarades, après l'échec des négociations avec le Premier ministre, poursuivaient l'état de siège de l'ambassade de France. À Guiglo, sous la pression de la galaxie patriotique, les soldats de l'ONU ont opéré un carnage qui s'est soldé par 5 morts et plus de 10 blessés graves. Les patriotes de Côte d'Ivoire ne sont pas restés en marge de la lutte engagée depuis le dimanche 15 janvier contre les basses manœuvres du GTI. En vue de trouver une solution à cette crise consécutive à la décision du GTI, le président Obasanjo, président de l'Union africaine, a effectué une mission en Côte d'Ivoire le mercredi 18 janvier 2006. Les discussions engagées à cet effet entre le président de l'Union africaine, le président de la République Laurent Gbagbo, le Premier ministre Charles Konan Banny, le représentant du secrétaire général des Nations Unies, le représentant de la CEDEAO ont abouti aux conclusions suivantes. Le GTI n'a pas de pouvoir pour dissoudre l'Assemblée nationale. Dépêché par le président de la République Laurent Gbagbo, le président du Conseil économique et social, le père du sursaut national, Laurent Dona Fologo, s'est rendu aux côtés du général Charles Blé Goudé pour transmettre le message du président Gbagbo, demandant à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes, aux mouvements et partis politiques engagés dans la lutte pour la défense des institutions de la République et la libération totale de notre pays, de suspendre provisoirement les manifestations sur toute l'étendue du territoire national et de vaquer à leurs activités normales. Cependant, pour rester mobilisés et vigilants, en vue de répondre à tout mot d'ordre nouveau qu'imposera l'évolution de la situation au double plan national et international, Charles Blé Goudé, président de l'Alliance des jeunes patriotes, a tenu une conférence de presse devant la presse nationale et internationale. Leaders Team Associated, cabinet de communication du Conseil politique, en collaboration avec l'Alliance des Patriotes présente Charles Blé Goudé en conférence de presse internationale ce samedi 28 janvier 2006 à 10 h au foyer 2 de l'Hôtel Ivoire. Thème: après 4 jours de soulèvement populaire, que préparent les patriotes? Pour avoir des réponses aux questions que vous vous posez, historique des mouvements patriotiques, milices, groupements politiques ou groupes de pression démocratique, comment sont-ils organisés? Quels sont les rapports avec le pouvoir en place? Ce qui les oppose à la France et la communauté internationale? Que reprochent-ils aux forces dites impartiales? Ils veulent le changement, mais quel changement veulent-ils? Presse nationale et internationale, mission diplomatique, représentants d'organismes internationaux, ONG et société civile, venez tous découvrir la vérité sur la résistance patriotique de Côte d'Ivoire, son origine, sa nature et sa méthode. Merci d'être là. Merci d'être là pour qu'on parle. Merci d'être là pour qu'on échange. Merci d'être là pour découvrir enfin la galaxie patriotique dont on parle tant, mais qu'on n'a jamais approché. Merci d'être là pour qu'on parle de la crise ivoirienne. Et on voudrait tout de suite vous mettre à l'aise. Et en cela, je voulais faire une doléance au public. Je voudrais qu'on laisse la presse s'exprimer, poser toutes les questions. Parce que la presse n'est pas là pour nous caresser. La presse est là pour poser des questions, pour éclairer l'opinion. C'est à nous de vous décevoir ou de ne pas vous décevoir, de par nos réponses, de parce qu'on sait de la crise. Encore je souhaite qu'on laisse la conférence de presse. Donc c'est la presse qui a pris la parole. C'est une question tabou. Mettez-vous à l'aise. Il y a des journalistes. Je souhaite que les gens se libèrent. Les mouvements patriotiques sont là la plupart. Et je pense qu'en leur nom, je parlerai. J'ai fait cette précision pour mettre tout le monde à l'aise. En tout cas, nous disons merci pour ceux qui viennent de loin, qui ont fait tout le déplacement pour être là pour nous soutenir. Merci pour l'honneur que vous nous faites.
Et salue aussi les autorités ivoiriennes, les députés, les élus qui sont là, les imams qui sont là, et en tout cas tous nos aînés qui sont là, qui sont des patriotes. Qui ne sont pas des jeunes patriotes, mais qui sont des patriotes. Qui sont des femmes patriotes et qui sont des hommes patriotes. Qui sont des députés patriotes, des médecins patriotes, des imams patriotes. C'est pourquoi je voudrais les saluer. Et puis je salue nos amis jeunes patriotes qui sont dans la salle. Merci beaucoup. Tout de suite là, nous allons aborder le sujet. Mais avant, parce que la presse internationale est là. Et il y a un débat en cours ces derniers temps. Les jeunes patriotes ont envahi la télévision ivoirienne. Vous voyez, vous avez quitté l'Angleterre, vous avez quitté le Sénégal, vous avez quitté Paris, vous avez quitté Libreville pour les autres, vous avez quitté Dakar, vous avez quitté l'Italie, et vous êtes là. La télévision ivoirienne qui est à côté de nous ici n'est pas là. Et pourtant, j'ai fait une demande en bonne et due forme. Des reportages. La même demande que je vous ai adressée, je l'ai adressée à la télévision ivoirienne. Et elle n'est pas là. Pour couvrir un événement. Et cela veut dire que ce qui se passe dans notre pays, c'est donc d'autres chaînes qui vont en parler, sauf la télévision ivoirienne. Bon, on se pose plusieurs questions. Quelle est l'intention qui les anime? Et après, ils viendront dire, les jeunes patriotes ont envahi la télévision. Mais parce que nous payons la redevance. Ici, nous payons la redevance. Nous payons, c'est le genre d'impôts que nous payons pour la télévision ivoirienne. Donc nous avons droit à l'information. Mais la télévision ivoirienne nous censure. Et au moment où toute la presse est là, c'est-à-dire toute la presse mondiale est là, des gens ont payé les billets d'avion, ils sont venus simplement parce qu'on a lancé un coup de fil pour dire, nous parlons aujourd'hui. Et la télévision ivoirienne, qui peut même faire 2 minutes de marche de là à ici, n'est pas là. Je tenais à faire la précision pour qu'on soit au même niveau d'information. Ce matin, je les ai appelés. Ils m'ont dit, nous sommes déjà là. Et ils ne sont pas là. C'est ça qui est la vérité. Donc, je tenais à donner cette information à tout le monde. Que tout le monde le sache. Cela dit, la crise ivoirienne a éclaté le 19 septembre 2002. Des rebelles ont attaqué notre pays avec des armes, bien entendu. Avec comme base arrière un pays voisin, le Burkina Faso. Parce que vous savez très bien qu'une rébellion ne peut résister si elle n'a pas une base arrière. La base arrière de notre rébellion, c'est le Burkina Faso. Et ceux qui ont pris les armes, c'est vrai, il y a des Ivoiriens parmi, mais il y a aussi des ressortissants des pays voisins parmi. Mais celui qui est à la tête de la rébellion, c'est notre camarade, Sori Tigopolidio, qui a choisi la voie des armes pour quelques revendications que ce soit. Nous avons choisi la voie de la rue, donc la voie d'expression démocratique, pour combattre les armes. C'est dans ce contexte-là que les mouvements patriotiques sont réunis au sein de l'Alliance de la jeunesse pour le sursaut national qui a vu le jour le jeudi 26 septembre 2002, soit une semaine après l'attaque que notre pays a subie, quand je suis revenu de l'Angleterre, où j'étudiais à l'école de politique et communication de l'université de Manchester. Et nous avons appelé tous ceux qui sont sur cette table-là, qui avaient déjà des organisations, pour qu'on puisse voir comment on peut contrecarrer cette rébellion à travers les moyens d'expression démocratique. C'est ainsi que ce mouvement a vu les jours. Mais il est bon de souligner qu'avant l'Alliance de la jeunesse, des mouvements existaient déjà. Je ne parle pas des gros ensembles, je parle des mouvements en tant que tels. Vous aviez un espace de libre expression qui existait déjà au plateau, dans le quartier administratif de la Côte d'Ivoire ici, qu'on appelle la Sorbonne, qui est né depuis 1982, qui est un espace où chacun vient dire ce qu'il pense publiquement, comme l'espace de libre expression de Londres, dont le président est là, Dr. Richard. Et après la Sorbonne, il y avait aussi un autre mouvement qui existait, mais c'était un mouvement étudiant, qui est la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, AFESI.
né le 21 avril 1990. Et en son temps où nous créions l'Alliance, Jean-Yves Dibopieux était le président, le secrétaire général de la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire. Et enfin, le troisième mouvement qui existait, qui est né le 21 juin 2001, c'est le Congrès panafricain des jeunes patriotes, dont je suis le président. Qui est le projet. Il y a donc que, fallait-il agir en tant que mouvement Scogep ou FESI ou Sorbonne, nous avons pensé qu'il fallait qu'on se mette ensemble, au-delà de nos divergences politiques. Puisque sur cette table, vous avez un transfuge de la droite en Côte d'Ivoire. Un pur produit de la droite en Côte d'Ivoire, avec qui on n'a jamais eu, par moment on n'a pas eu les mêmes idées. Mais quand la Côte d'Ivoire a été attaquée contre l'ancien coup de fil et la région d'équipe, il est sur cette table, le Thierry, celui qui a un boubou bleu. Il était le président du cercle Alassane Dramane Ouattara. Cadeau. C'est-à-dire, au-delà du RDR, même il soutenait la personne. Mais quand il a compris que cette personne conduisait notre pays dans le gouffre, il a pris cette distance. Et il a rejoint l'équipe. Pour vous dire que quand on parle de pro-Gbagbo, de manipuler de Gbagbo, non. Vous avez, les gens ont une autre lecture de la crise ivoirienne. Nous sommes une génération qui pense que le temps des armes est derrière nous. Et qu'on peut ne pas être d'accord. Il faut prendre les moyens démocratiques, la rue, les meetings. C'est comme nous avons souvent dit, nous préférons des mots qui font mal que des armes qui tuent. Voilà le contexte dans lequel tout ce que vous appelez Galassie patriotique a vu le jour. Mais juste après Marcoussi, d'autres mouvements qui ont pensé qu'eux aussi, d'une autre manière, pouvaient aider leur pays ont vu le jour. C'est comme ça que vous allez voir naître l'UPLTCI, des jeunes vieux. C'est comme ça que vous allez voir naître d'autres mouvements. Mais avant, il est bon de signaler, dans le même contexte de 2002, la naissance des femmes patriotes. Le collectif des femmes patriotes. Où il y a Malo d'être d'Orignon, Pro-Bébé et toutes les autres femmes. Vous avez d'autres syndicats qui ont rejoint la lutte patriotique. Par principe. Par exemple, le SINARES, le syndicat national des enseignants du supérieur, dirigé par le professeur Niamé Messou, qui n'est pas un désœuvré. Moi, je peux faire la concession comme état peut-être des désœuvrés, parce qu'il ne travaille pas encore. Mais celui qui ne travaille pas n'est pas forcément un désœuvré. Et donc, Niamé Messou. Et Mahangaye Bazi, qui est le secrétaire général de la centrale syndicale Dignité. Mais qui en son temps dirigeait la Confédération internationale du travail, qui a rejoint cette lutte. On peut vous citer autant de mouvements. Vous avez là-bas sur le tableau la plupart des organisations. Vous avez la SOAF, Solidarité africaine, dont le président est là, Jean-Yves Dibopieux. Et vous avez le collectif de la société civile, bien entendu, qui est dirigé par Niamé Messou. Et vous avez tous ces mouvements qui ont été créés à l'occasion de cette guerre. Voilà l'ensemble des mouvements. Maintenant, ces mouvements sont-ils armés ou pas? On aura l'occasion tout à l'heure, dans vos questions, qu'on puisse parler. C'est à vous de poser les questions. J'ai fait juste l'introduction. Pour vous dire que chaque fois qu'il y a des décisions qui sont prises et qui ne nous semblent pas justes, nous prenons la rue. C'est ce que nous avons fait le 2 octobre, c'est ce que nous avons fait le 9 autres, mais tout récemment, je pense que les gens ont beaucoup parlé, ils parlent de manifestations violentes. Les jeunes patriotes de Gbagbo Laurent ont bloqué la rue. Il n'y a pas de jeunes patriotes de Gbagbo Laurent. Il y a des jeunes patriotes qui ont pris la rue parce qu'ils estimaient que le GIT ou le GTI se substitue à nos autorités. Et nous sommes heureux que le GTI est en train de revoir sa position. Et que la décision politique tant souhaitée vient d'être arrêtée hier soir, de manière collégiale, avec nos amis. Maintenant, après les 4 jours qu'on a fait dans la rue, nous avons aussi lancé un ultimatum au Premier ministre Bani. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? C'est toutes ces questions que vous vous posez. Aujourd'hui, nous vous donnons l'occasion de nous interroger. Les questions que chacun se pose dans son fort intérieur
ou dans la rue quelque part, ou ce qu'il a appris sur les jeunes patriotes, leur méthode de lutte, et tout ce que vous voulez, nous envoie des invitations. Nous sommes en tout cas ouverts à toutes les questions et nous avons appelé dans un esprit unique. Celui de dire la vérité, celui de dire ce qui est et de dire ce qui n'est pas. C'est pourquoi nous sommes ce matin. En tout cas, nous n'allons pas longtemps à monopoliser la parole. C'est une conférence de presse. Nous voulions juste faire ce propos liminaire pour vous dire que nous sommes à votre entière disposition. À propos des armements, donc 15 jours à partir du 19 janvier dernier, bien que l'ultimatum expire, que va-t-il se passer? Et après ça, c'est la question que tout le monde a. I'm a British freelancer and I would like to know, Monsieur Blegudet, please, what your reaction would be if the UN announced sanctions. I think, let's say, I can't speculate on something which doesn't exist. Right? People are talking about sanctions that will be put on us, but particularly on me, and I heard that these days people are asking the civil servant of the UN to leave the country because if ever the restriction put on Blegudet, the reaction will be violent and the party will break everything and kill French and everything. No, it's not correct. Right? You know, there's something important that's matter for the young patriot and generally for the patriot. The disarmament of the rebels, the reunification of the country, and the election. This is what's important in our eyes for the country. Talking about sanction, this is the waste time of people. It is not important. Now, put sanction of people. You can sanction someone who has done something bad, something not correct, right? The question is, what are the UN going to sanction? What are they going to sanction? Sanction people demonstrating the street democratically and leaving aside those taking weapons and killing people. I'm talking about the rebels. Je veux dire, pour les autres, qu'est-ce que l'ONU va sanctionner? C'est la question que je pose. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont sanctionner? Parce que, généralement, on dit, les patriotes bloquent le processus de paix. Non, cher monsieur, et je suis content d'être en face de la presse internationale. Partout où vous allez, aux États-Unis, en Angleterre, en France, quand les gens ne sont pas contents, ils prennent la rue. Il y en a même, les acteurs mondialistes, quand les grandes puissances doivent se réunir, ils payent même leur billet d'avion pour aller manifester là où les gens se réunissent. Et ils s'affrontent avec la police, et puis ils vont à la maison. Je n'ai jamais appris qu'on les a sanctionnés. Mais pire, et là les faits sont têtus. Tout récemment, en France, les actes de haute violence historique du jamais vu en France. Ces actes qui ont même dépassé et même tenté de faire effacer l'histoire du pavé. Qui ont même tenté même de surpasser même son but en France. Plus de 42 000 voitures incendiées. Des jeunes gens qui tiraient sur la police. L'ONU ne les a pas sanctionnés. Hein. Et l'armée française n'a pas tiré sur eux. Hein. Bien qu'ils tiraient sur la police. Et je voudrais vous dire, José Bové, en France, il casse les McDo. Il brûle les champs de maïs. Parce qu'il est contre les OGM. Mais il se déplace à travers le monde entier. Je n'ai jamais appris qu'en France on va sanctionner. Donc, je veux que vous me disiez à demander à l'ONU, qu'est-ce que l'ONU reproche aux jeunes patriotes? Descendre dans la rue pour contester des décisions, mais c'est cela qui est normal. On a dit qu'on a tué des gens en novembre dernier. Qu'on a tué des gens en novembre dernier. Mais le cas de novembre, là, c'est un cas particulier. Hein, où la France s'est fait justice. Mais ça, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Mais parlant des récents événements, nous étions devant l'ambassade de France. Nous étions devant l'ambassade de France, mes amis et moi, couchés sur des matelas. Couchés sur des matelas. Nous étions là.
couché sur des matelas, où nous avons entamé une grève de la faim. Mais comme ce que je dis n'est pas forcément une parole biblique, avec votre permission, vous n'étiez pas là. Et comme on ne vous montre pas toujours les vraies images, on peut voir ensemble ce que j'ai fait devant l'ambassade de France à mes amis. Vous allez voir, si on était en train de tirer sur des Français, ou si on avait des armes, ou si on s'affrontait avec l'armée, ou si on était simplement couché. Parce que l'ONU veut sanctionner, il faut que vous sachiez, c'est que l'ONU sanctionne. L'ONU sanctionne des jeunes gens qui font une grève de faim. Il n'y a pas forme plus pacifique que la grève de la faim. C'est-à-dire qu'on fait violence sur notre corps à nous-mêmes. Je pense que déjà qu'on nous a arrêtés. Vous comprenez? Mais nous avons ça, c'est justifié directement. Alors, mais voilà assis devant l'ambassade de France. Qui que ce soit, voilà mon matelas que j'ai sur mon épaule. Voilà, en train d'aller m'asseoir tranquillement devant l'ambassade de France. Voilà, tranquillement. Voilà, parce qu'on n'était pas d'accord devant l'ambassade de France. Vous verrez des jeunes gens qui sont là regroupés, qui sont venus nous soutenir. On ne les a pas appelés, on ne sait pas pourquoi ils sont venus, mais en tout cas ils sont venus nous soutenir. Voilà, nous sommes assis là, les membres de l'Alliance. Tout le monde est assis là. Voilà les jeunes gens tranquilles devant l'ambassade de France. Voilà Bleu Goudé en train de parler, tranquillement, en train d'expliquer à ses camarades pourquoi ils sont venus devant l'ambassade de France. Voilà nos visiteurs qui sont en train de lire tranquillement leurs journaux. Ça, ce n'est pas une violence liée à un journal. Brogrébé est donc présidente des femmes patriotes. Elle vient donc nous réconforter devant l'ambassade de France. Voilà, nous donnons des interviews par moment. Donc, voilà ce qui s'est passé devant l'ambassade de France. On avait reçu l'avis de quelques députés. Parce que, voilà les jeunes gens qui dansent. Ils dansent simplement, ils chantent. Voilà la réponse à votre question. Maintenant, ce que nous allons faire, nous, on ne va pas spéculer sur ce qui n'existe pas. L'ONU n'a pas encore pris de décision. Donc, nous, on ne va pas spéculer sur ce qui n'existe pas. Le jour où l'ONU prendra la décision, nous allons nous réunir pour dire au monde entier ce que nous allons faire. Parce que vous voyez un peu. Mais parce que nous ne faisons pas les choses au hasard. Nous discutons, nous analysons et nous orientons notre combat. Voilà ce que nous voulons dire. Alors, dites aux gens de ne pas avoir peur. Hein? Dites aux gens. Ceux qui appellent les Français à leur maison, ceux qui appellent les Européens dans leur maison, ceux qui appellent les étrangers dans leur maison pour leur dire pliez bagages parce que les jeunes patriotes vont vous tuer, parce qu'ils vont sanctionner le Goudé, rassurez-les, c'est faux. C'est pas juste. Merci. L'ultimatum, s'il est passé, qu'est-ce qu'on va faire? Nous voudrions ici dire que, d'abord, pourquoi nous avons donné l'ultimatum? C'est important. Chers messieurs, lorsque la crise a éclaté, il y a eu des forums pour négocier. Une table de négociation est une table de donner et recevoir. Où le président de la République doit faire des concessions, mais en vue d'obtenir un seul point que nous n'avons jamais eu, le désarmement. À Lomé, on lui a dit d'amnistier les rebelles. Il l'a fait. À Mapoussi, on lui a dit de mettre les rebelles dans le gouvernement comme ministre. Et il l'a fait. On lui a dit de démettre son premier ministre qui n'a rien fait. Il a démis. Je vais parler parce qu'il a fini ça. Et il a formé un autre gouvernement dans lequel les rebelles siègent. En retour, les rebelles devaient être désarmés. Ils n'ont pas désarmé. À Pretoria, on lui a dit d'user de l'article 48 pour que M. Ouattara soit éligible. Et il l'a fait. M. Ouattara est candidat. Jusque les rebelles n'ont pas désarmé. À Abuja, on lui a dit de nommer un premier ministre avec des pouvoirs. Au point même que notre ministre de l'économie et des finances a été débarqué de là. Et pourtant, ce ministre a réussi quand même à payer, à gérer l'économie du pays pendant cette guerre. La Côte d'Ivoire est divisée en deux. Il réussit à payer les fonctionnaires de la Côte d'Ivoire.
il réussit quand même à maintenir l'économie ivoirienne dans un temps de crise. Il y a des pays africains qui ne sont même pas en guerre et qui n'arrivent pas à payer les fonctionnaires. Mais notre ministre de l'économie et des finances a réussi à le faire. On l'a débarqué. Mais en le faisant, en retour, nous attendons une seule chose, le désarmement. Mais qui ne vient jamais. Et comme le Premier ministre Bani, aujourd'hui, a le portefeuille de l'économie et des finances, comme la résolution 1633 l'a souhaité. Comme le Premier ministre Bani a aujourd'hui nommé de lui-même le ministre de la Défense, nous estimons qu'il a toutes les armes. C'est pourquoi nous lui avons donné un ultimatum. Et nous commençons à compter à partir d'aujourd'hui 15 jours, pas plus ni moins. Je dis bien 15 jours au Premier ministre Charles Konan Bani pour qu'il nous donne et qu'il publie aux Ivoiriens un chronogramme clair du désarmement. S'il ne le fait pas, le combat qu'il aura ouvert entre lui et nous, nous allons le faire. Et nous allons bien le mener. Et très bien le mener. Il faut que cela soit clair. Parce que cela est dit. Et nous allons mener ce combat les mains nues. Toujours. Je n'ai pas dit que nous allons prendre des armes pour aller attaquer le Premier ministre Bani. Non. Mais nous allons utiliser les moyens démocratiques pour lui demander de produire enfin. Parce que le Premier ministre Bani a été nommé pour désarmer, pour réunifier et pour organiser les élections. On ne l'a pas nommé pour venir organiser un forum économique. On ne l'a pas nommé pour venir balayer à Abidjan. Parce qu'il dit qu'il va s'attaquer à l'insalubrité. Non. Nous, on va balayer à Abidjan. Nous allons appeler tous les patrons, chacun son balai. Nous, on va balayer à Abidjan. Lui, il n'a qu'à désarmer les rebelles. Donc, s'il ne publie pas son chronogramme d'ici 15 jours, il va assumer ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Quelque chose va se passer en Côte d'Ivoire. Voilà ce que je voulais dire. Si l'ultimatum expire, en tout cas, les patriotes ne vont pas rester tranquilles. Nous n'allons pas rester silencieux. Parce que nous sommes fatigués de tourner en rond. Può perdere qualche battaglia e magari arrivare a una vittoria finale. L'ONU, la situazione dell'ONU può essere considerata una battaglia dal movimento. La cérémonie Mariano voulait savoir le résultat final et les objectifs que se fixent les patriotes sur ce que vous faites contre l'ONU. Est-ce que le peuple qui vous suit, ils savent réellement qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'ils ont compris réellement le sens de votre mouvement? Applicable. Je voulais juste poser une question à Blaine. Est-ce qu'il y a-t-il un combat patricide entre Blaine et Jacques Chirac? Est-ce qu'il y a-t-il un problème? En fait, vous et le président Chirac. Ok. Rien contre la personne. Cela dit, on peut reformuler la question. C'est qui nous oppose aux autorités françaises actuelles. Je pense que c'est ça. Effectivement, il y a un problème. Il y a un problème entre nous, mais non, pas entre nous en tant qu'individus, mais un problème de vision. Un problème de lecture de la crise actuelle. Pour nous, la France lit mal la crise actuelle. Et la France pense que c'est un problème qui se réduit à un individu qui n'aime pas peut-être le président Laurent Gbagbo. La question ivoirienne a dépassé la personne du président de la République. C'est une question de libération. C'est une question de dignité. C'est une question d'indépendance réelle. Voilà ce que nous réclamons. Nous demandons, voilà ce que nous voulons de la France. Que la France comprenne que ceux qui ont été à l'école de la France avant, en 1960, la plupart ne sont plus. Nous sommes une nouvelle génération qui voyons les relations entre la France et notre pays, mais en général entre la France et l'Afrique. Autrement, nous voulons qu'on passe de rapport de tutorat à un rapport de partenariat. Et que la France comprenne que l'enfant a grandi et qu'il a envie de se déplacer seul. Voilà ce que nous demandons à la France.
Mais qu'est-ce que la France a fait pour que les Ivoiriens soient aussi remontés contre les autorités françaises? Bien sûr, il y a un problème. La France a passé tout son temps à torpiller tous les accords qui ont été signés. Il y avait des négociations à Lomé. Un accord avait été signé où le président de la République devait amnistier les rebelles, mais qu'en retour, les rebelles déposaient les armes. Mais en pleine négociation, la France avait déjà poussé un pion nouveau, qui était le président Ouad, qui au moment où les gens négociaient à Lomé, lui déclarait déjà sur TV5 que Lomé allait accoucher d'une souris. Et que lui avait la solution. Il avait déjà annoncé la couleur de Marcoussis. Ainsi donc, on remet en cause les accords de Lomé et on amène tous nos leaders à Marcoussis. Pour nous, Marcoussis est l'infantilisation de l'Afrique. Parce que qu'est-ce qu'on veut dire? Que les Africains ne sont pas capables de trouver une solution à leurs problèmes sur la terre africaine. Donc on les envoie dans un terrain de rugby. En France, on leur donne une semaine, non, 10 jours, voilà, 10 jours. Trouver une solution maintenant, de manière militaire. Bien entendu, la solution qui est sortie de là était une mauvaise solution. Où on demande que le ministère de la Défense de la Côte d'Ivoire soit confié aux rebelles. Le ministère de la Sécurité intérieure de la Côte d'Ivoire soit confié aux rebelles. Les jeunes gens sont descendus dans la rue. Toute la population est descendue dans la rue. Ça, nous reprochons ça à la France. Nous reprochons à la France d'avoir donné une palme d'or à la rébellion. Parce qu'après Marcoussis, ce qu'on retient comme leçon, c'est que pour être membre d'un gouvernement, pour être ministre, il faut prendre les armes. Parce que ceux qui ont pris les armes, la récompense qu'ils ont eue, ils sont devenus ministres. Ce n'est pas normal, ce n'est pas sérieux, c'est contre la morale, c'est contre les mœurs. Et pour notre jeune génération, ce n'est pas une bonne leçon. Voilà ce qu'on reproche à la France. Mais sous l'œil vigilant de la France, ça tue en Côte d'Ivoire. À l'ouest, la licorne était à l'ouest. Quand il y a eu des massacres, des femmes enceintes ont été éventrées. Tout le monde sait cette histoire. Parce que l'ouest de la Côte d'Ivoire a vraiment souffert de cette guerre. À Boaké, des gendarmes ont été pendus. Les Français étaient là, l'armée française. Voilà ce que nous reprochons à la France. La France soutient la rébellion. Mais la France ne soutient pas la rébellion. La France est la rébellion. Parce que je vous dis, même quand on parle de désarmement, nous avons envie de dire, cher monsieur, qu'il n'y a personne à désarmer à Boaké. Il n'y a rien là-bas. Seule l'armée française a tracé là une ligne imaginaire et permet à la rébellion de vivre des ressources de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Voilà ce que nous reprochons à la France. Voilà ce que nous voudrions dire en ce qui concerne la France.